Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour une grande première. C'est la première fois qu'en 18 ans, on organise une rencontre dans la partie basse. On voulait rendre la rencontre accessible parce qu'on a un petit escalier qui empêche les personnes en fauteuil d'accéder à la salle des rencontres, ce qui est dommage. Voilà. Et on est ravis d'accueillir virtuellement au moins Charlotte Puiseux. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Et pour cette rencontre autour d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines à la découverte de Chair et de Fer, donc qui présente un peu le parcours de Charlotte et sa vision du validisme. Et on remercie aussi chaleureusement Jonas Cincinnatis d'avoir accepté de modérer la rencontre et cette rencontre qui est par ailleurs donc on l'a rendue disponible là, en visio, puis on la rendra disponible à nouveau en vidéo grâce à l'équipe de TV Bruit qui est là pour enregistrer en images la rencontre. Donc ça sera disponible sur notre site, sur celui de TV Bruit, comme d'autres rencontres qu'on a pu faire par le passé. Voilà, merci encore d'être là et je laisse Johanna et Charlotte discuter. Alors, bonsoir tout le monde. Charlotte, tu le vois pas, mais derrière mon ordinateur, il y a un petit public qui est venu te rencontrer. Donc, merci d'être là. Je vais commencer par te présenter, Charlotte. Tu as 36 ans. Tu me dis si je me trompe à un moment. Tu as 36 ans, tu habites en Normandie, tu es née à Paris, enfant unique, tu es psychologue de formation, docteur en philosophie et tu as sorti en août 2022 aux éditions de la Découverte l'ouvrage de Chair et de Fer, Vivre et lutter dans une société validiste. Alors le premier commentaire que je voudrais faire, c'est sur la forme. Ce livre est écrit au féminin pluriel, qui est imposé comme la neutralité, la norme. Donc ça, c'est assez intelligent, même si c'est déroutant, parce qu'on est habitué à des écritures masculines et genrées au masculin. Donc ça, c'est le premier clin d'œil qui découle logiquement de tout ton propos. Et ensuite, c'est un ouvrage assez dense, très bien documenté, où tu mêles, j'alterne les regards entre la salle et l'écran pour perdre personne, où tu mêles ton parcours personnel, mais tu replaces surtout tes questions dans une dimension très politique, sociologique, systémique en fait, et c'est pas histoire de Charlotte Puiseux. Donc, le sous-titre, je disais, de l'ouvrage, Vivre et lutter dans une société validiste. Donc, tu annonces assez vite la couleur puisque tu vas décentrer en fait la problématique du livre, pas sur le handicap, mais sur le système validiste et la façon dont la société conçoit le handicap. Donc ça, c'est aussi un premier commentaire que je voulais faire. On va d'abord parler de ta démarche littéraire, Charlotte. Donc, depuis toute petite, tu écris des histoires. Tu écris aussi très vite quand tu commences à te politiser des tracts pour le NPA. Tu écris donc dans des mouvements militants. Tu produis aussi des travaux scientifiques. Tu te spécialises sur la question du CRIP. On va y revenir. Et tu écris aussi des poèmes qui tapissent toute ta chambre. Et c'est une information importante parce que le livre commence et termine par un poème écrit par tes soins que je voudrais bien lire si tu es d'accord. Oui, vas-y, je t'en prie. Nous sommes de chair et de fer, d'amour et de colère, mais bien vivantes, puissantes, sous nos blessures sanglantes. Nous sommes Frida Kahlo, du haut de sa colonne, des clous trouant sa peau, sa souffrance qui résonne. Nous sommes plaies et cassures, cicatrices et douleurs, sur nos corps, dans nos cœurs, la rage pour seule armure. Et si je suis de chair, de celles qui ont peur, tremblent, doutent, se perdent, pleurent, je suis aussi de fer, forgée pour résister, droite et fière de lutter.
Alors, ma première question, Charlotte, c'est, tu dis dans ton livre que tu ne voulais pas parler de toi et pas parler du handicap. Alors, comment est né le projet de Chair et de Fer? Alors bon, avant de répondre à ta question, je veux quand même vous dire merci à toi et aussi à la librairie Terra Nova parce que je suis vraiment très heureuse que cette rencontre ait pu se faire malgré parce que bon, au-delà du problème d'escalier, moi j'aurais pas pu me déplacer à Toulouse. Donc c'est vraiment chouette, je trouve, dans un esprit justement antivalidiste de pouvoir créer des nouvelles façons de faire des rencontres, et notamment du coup en visio. Et pour l'instant, la librairie Terra Nova, c'est la seule qui m'a proposé de ce format-là. Et donc, je trouve ça vraiment chouette et je les remercie beaucoup. Et je te remercie toi de pouvoir modérer cette rencontre. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, euh, le projet du livre, il est né à la base suite à ma thèse, à ma soutenance de thèse. Mon but premier, c'était de publier mes recherches parce que, comme tu l'as souligné, j'ai toujours été réticente à parler de moi, à parler de mon histoire. Donc, c'était vraiment pas au début ce qui motivait ma démarche auprès des maisons d'édition. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus neutre, entre guillemets. Voilà, je voulais parler du validisme, du CRIP, mais pas en parlant de moi. Donc j'avais trouvé la recherche comme solution pour parler de tous ces sujets sans avoir à dire je. Voilà, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que c'est un sujet qui, on va dire honnêtement, n'intéresse pas trop les maisons d'édition. Quand la découverte m'a dit que ça pouvait potentiellement les intéresser, on a discuté avec les personnes qui travaillent donc à la maison d'édition. On en est arrivé à la conclusion que du coup, ça serait bien de faire quelque chose d'un peu plus personnel que juste une publication de recherche, de thèse. Pour la maison d'édition, c'était pas envisageable de publier de publier quelque chose qui tournerait que autour de mes recherches. Donc, on a discuté ensemble. C'est vrai que pour moi, ça n'a pas été facile parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas partie dans cette idée-là. Donc, c'était difficile parfois de trouver une limite entre ce que j'étais prête à dire de ma vie ou pas, parce que je voulais pas non plus tomber dans l'histoire de Charlotte Puiseux, comme tu dis. C'était vraiment pas du tout mon but à travers ce livre. Donc, j'ai essayé en fait de garder en ligne directrice l'idée d'utiliser mon expérience personnelle comme exemple, comme illustration de ce que c'était que le validisme. Donc, de mélanger mes recherches théoriques autour du validisme et de les illustrer avec mon parcours personnel. J'ai essayé de garder cette idée-là. J'espère que ça a fonctionné. Après, j'avais eu aussi l'occasion de lire notamment un autre livre qui venait d'être publié à la découverte sur un autre sujet militant, pas l'antivalidisme, mais un autre sujet militant où la personne proposait ce format-là aussi. Et je trouvais que c'était intéressant au final, que ça tombait pas dans dans l'exposition de sa vie personnelle. Le mélange entre parce que c'était aussi une chercheuse universitaire, et le mélange entre ses réflexions, son parcours personnel, au final, ça a donné quelque chose de bien et surtout d'accessible aussi à un plus grand nombre de personnes, parce que c'était ça l'objectif au final, c'était de pouvoir rendre le texte et les idées accessibles au-delà des personnes qui font des recherches sur ces questions ou qui sont concernées par ces sujets, de pouvoir justement toucher le public le plus large possible. Oui, c'est la question que j'allais te poser ensuite. J'ai l'impression que ton ouvrage, il est bien fait parce que à la fois il pousse des questions, enfin il pousse la question de la lutte antivalidiste loin et à l'intersection avec d'autres luttes, mais aussi il parle à des gens qui sont pas concernés. Et je pense qu'on va essayer dans cet entretien de osciller entre ne pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais quand même rappeler, mettre des définitions sur des concepts et à la fois pousser la réflexion un peu plus loin. Alors,
Avant de se plonger là-dedans, enfin maintenant qu'on y est, tu as utilisé plusieurs fois le terme validisme, est-ce que tu pourrais donner une définition plus ou moins englobante de ce que c'est et peut-être un exemple parmi les 1000 qui doivent être, dont tu dois être victime au quotidien et dont tu parles dans le livre, de comment ça se concrétise dans la vie pour toi? Alors, c'est toujours compliqué. Bon, je vais essayer d'être succincte, mais c'est vrai que le validisme, on pourrait en parler pendant des heures, malheureusement, parce que tellement il touche toutes les sphères de la société. Donc déjà, en une phrase, on va dire, le validisme, c'est le système de pression qui touche les personnes handicapées et qui fait, voilà, du coup, je rajoute une seconde phrase, qui fait que leur vie est considérée comme moins valable que celle des personnes valides. Ça instaure un système de hiérarchie et de valeurs, hein, comme dans les autres systèmes de domination, par exemple le racisme, le sexisme, voilà, ces systèmes-là hiérarchisent en fait selon certains critères. Donc là, dans le validisme, on utilise les critères du handicap et de la validité pour créer une hiérarchie et considérer donc que la vie des personnes handicapées est moins valable que celle des personnes valides. Donc après, le validisme, il touche toutes les personnes handicapées, ça à des degrés divers, certes, mais c'est important de souligner ça parce qu'en fait, c'est aussi ce qui fait que c'est un système et pas un ensemble d'histoires individuelles, en fait, parce que c'est aussi une stratégie du validisme que de nous faire croire que nos histoires sont individuelles. Dans cette idée de nous faire croire que nos histoires sont individuelles, c'est en quelque sorte remettre la faute sur nous par rapport à voilà toutes les discriminations qu'on peut subir. Quand on pense ces discriminations de façon individuelle comme provenant de la personne, de l'individu, bah donc du coup c'est la personne qui est défaillante, son corps n'arrive pas à s'adapter, enfin voilà, c'est toutes ces idées-là. Et du coup la société se déresponsabilise en fait elle de ce qu'elle fait, des choix sociopolitiques qu'elle met en place et qui créent ces situations de handicap et de validisme. Donc voilà, et comme tu disais, bah oui, ça touche vraiment l'ensemble de la société. Donc trouver un exemple en particulier, c'est compliqué parce que ça balaye vraiment tout le quotidien en fait. Enfin tout ce qui peut faire nos vies quotidiennes, hein. C'est trouver un appart, trouver un travail, aller à l'école pour les enfants, rencontrer des gens, avoir une vie amicale, amoureuse, sexuelle. Enfin c'est vraiment je pourrais pas tout dire en quelques mots, mais le domaine médical aussi, bien sûr, à l'appréhension médicale des corps. Voilà, peut-être que si je devais dire un point en particulier, je soulignerais celui-là, parce que en fait, en France, on a encore malheureusement beaucoup le modèle médical du handicap qui règne dans l'appréhension du corps des personnes handicapées et des personnes handicapées, des vies des personnes handicapées. Et du coup, en fait, c'est très problématique parce que, comme je le dis toujours, il ne s'agit pas de dire que les personnes handicapées ne doivent pas être soignées. Bien sûr qu'elles doivent être soignées, bien sûr qu'on doit entendre les difficultés de santé qu'elles ont et essayer d'y répondre au mieux. Mais justement, on doit pouvoir avoir accès à une médecine bienveillante. Et malheureusement, à cause de ce modèle médical qui est très prégnant, souvent, on traite les corps handicapés. Quand je dis corps, ça inclut aussi le psychisme et tout. Enfin, on traite la personne handicapée, en fait, pour la redresser, pour la rendre toujours le plus valide possible. Et pas forcément dans l'idée de l'aider, de la soigner, de l'écouter, d'écouter ses mots. Voilà, donc il y a vraiment une tension dans le milieu médical qui est très importante et très validiste. Ouais, t'en parles dans ton livre, tu décris des traitements que tu as subis quand tu étais enfant pour redresser la sacro-sainte colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, c'est la cage thoracique, et donc la cage thoracique, c'est respirer. Et il faut à tout prix maintenir ça. Oui, c'est une tension toujours permanente hein, parce qu'il y a il y a des enjeux vitaux, on va pas se le cacher, dans certaines situations, il y a des enjeux vitaux, mais du coup, où est-ce qu'on est dans l'enjeu vital et où est-ce qu'on est dans l'enjeu validiste, c'est-à-dire la vision médicale validiste qui veut
rendre les corps plus valides, et donc pas forcément dans une idée de les sauver d'une mort annoncée, ou voilà, c'est juste les rendre plus valides. Donc en fait, il y a cette tension permanente, quoi. Et ce que toi tu défends alors, et ce que tu as étudié et qu'on retrouve dans pas mal de littérature, en tout cas anglo-saxonne, principalement j'ai l'impression, c'est donc une vision sociale, d'une construction sociale du handicap. Donc l'idée que bien sûr il s'ancre sur une réalité biologique, mais qu'en fait il est d'autant plus... enfin, qu'il est aussi défini par le regard que portent les autres sur lui. Et donc, en fait, la société. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce modèle social-là? Oui, bah du coup, donc comme je disais, il y a eu d'abord le modèle médical qui reste très prégnant en France, mais qui a été un des premiers modèles pour penser le handicap dans les pays occidentaux. Modèle caritatif, modèle médical, c'était vraiment ce qu'on retrouvait voilà, dans les pays occidentaux pour penser les personnes, enfin la situation des personnes handicapées. Donc, en fait, comme je le disais, à travers ce modèle médical, on place la cause du handicap dans le corps de la personne. Alors certes, il y a dans certains cas une assise corporelle indéniable du handicap, mais le problème du modèle médical, c'est de ne penser le handicap que à travers ce prisme-là. Et c'est ce que le modèle social a voulu contrer. Donc en fait, le modèle social, en arrivant suite à des mouvements militants dans les années 60, notamment aux États-Unis, en Angleterre, voilà, dans la lignée des mouvements pour les droits civiques qu'il y a pu y avoir aux États-Unis par les personnes noires, c'est vraiment cette dynamique qui a poussé les personnes handicapées à militer et à développer ce modèle social. Le mouvement aussi pour la vie autonome, etc. C'est la sortie des institutions, etc. Et donc, le modèle social, c'est vraiment l'idée de dire que le handicap, il est aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains militants honte qui ont été jusqu'à dire que ce n'était que social. Bon, ça, on est revenu un petit peu sur ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une grande partie de création sociale du handicap. Donc, en fait, on met les personnes en situation de handicap. C'est là qu'on a vu apparaître cette notion de personnes en situation de handicap parce que, en fait, c'est l'idée que la société, elle fait des choix sociaux, politiques, et que comme c'est des choix qui sont faits par des personnes valides, et ben, elles sont pensées pour des personnes valides. Et donc, du coup, les personnes valides se retrouvent dans des situations où tout est pensé pour elles. Donc, elles n'ont pas de difficulté. Mais en fait, quand on a des caractéristiques différentes de ces personnes valides, et ben, comme la société n'est pas pensée pour nous, par nous, et bien, c'est là qu'on se retrouve en situation de handicap, en difficulté pour voilà, monter des marches qui vont être mises à l'entrée d'un bâtiment, pas de langue des signes apprise dans les écoles, enfin voilà, des choix en fait. On apprend l'anglais dans les écoles, pourquoi on n'apprendrait pas la LSF? C'est des choix sociaux, des choix politiques. Donc voilà, donc c'est vraiment une mise en situation de handicap des personnes qui ne correspondent pas aux normes valides. Et donc, tu parlais aussi même dans ton livre de validisme publicitaire. En fait, c'est dans toute la société que se retrouve l'obsession des corps valides. Donc d'abord dans le modèle médical, mais aussi dans le modèle social, dans la vie qu'on estime qui est digne d'être vécue ou pas. Dans la publicité aussi, tu mentionnes justement des publicités où en fait le risque de l'accident de voiture, c'est pas tant la mort, mais c'est plutôt de se retrouver paraplégique parce que ça aurait été préférable de ne pas survivre à un accident. Enfin, tu mentionnais en tout cas l'absurdité de ces éléments de langage-là. Et ma question suivante, c'était... oui, sur le modèle caritatif typiquement français, qui s'est beaucoup basé sur la charité chrétienne, le fait que de nombreuses institutions s'occupent d'enfants atteints de handicap très tôt dans leur parcours de vie, en fait. En quoi cette situation-là, elle est différente d'autres pays européens? Tu parlais notamment d'avertissements qui avaient été donnés à plusieurs reprises par l'ONU. Oui, alors après, bon, je connais pas bien l'histoire des autres pays européens sur ces questions-là. C'est vrai que la question de la religion a souvent été mise en avant.
par exemple, pour justifier les différences qu'il peut y avoir entre la France et l'Angleterre, notamment. Donc, c'est un sujet que j'ai pas creusé, hein, donc ça serait peut-être une thèse à faire par une autre personne, mais je me souviens en avoir discuté avec ma directrice de thèse où on avait évoqué cette hypothèse que du coup, en Angleterre, où justement les personnes handicapées sont plus visibles au cœur de la cité, l'accessibilité est plus grande. Bon, après, il y a d'autres problèmes, hein, mais j'aime pas dire forcément voilà, que tout est rose dans un pays, c'est pas vrai. Mais en tout cas, en Angleterre, comme aux États-Unis, mais là plutôt du coup en Angleterre, parce qu'on parle de l'Europe, au niveau militant, c'est plus avancé sur les questions voilà, d'accessibilité, de droits des personnes handicapées. On avait évoqué le fait que oui, est-ce que voilà, le fait que ce soit pas un pays catholique, ça a pu et que au contraire en France, bah, du coup la forte présence du catholicisme et de la prise en charge par l'Église et par les institutions catholiques du handicap et des personnes handicapées a contribué à l'état des choses actuelles en France, peut-être. Mais c'est vrai que du coup, en France, on reste sur un modèle caritatif très important, dont le Téléthon, par exemple, est une image assez, voilà, assez visible de de ce modèle-là. Oui, ben, c'est bien que tu en parles parce que tu racontes dans le livre que quand le Téléthon voit le jour, en fait, c'est assez encourageant pour des familles qui se disent il y a une reconnaissance de nos situations individuelles et particulières, on peut sensibiliser, lever des sous et tout. Et en fait, au fur et à mesure que les années passent et que tu te politises, tu te rends compte que c'est peut-être pas une instrumentalisation, mais en tout cas, c'est vraiment de nouveau un discours d'individualisme du handicap. Et c'est venez donner des sous, qu'il y a en plus un regard très misérabiliste porté sur l'émission. Et qui va jusqu'à un concept que tu empruntes à Stella Young, qui est, dans un anglais que je vais tenter, inspiration porn. Et en fait, inspiration porn, qui est du validisme bienveillant, presque en fait la fétichisation des parcours de personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Oui, en fait, donc l'inspiration porn, c'est, comme tu l'as dit, un concept qui a été développé par une militante handicapée australienne, bon, qui est décédée maintenant, et qui s'appelait Stella Young. Du coup, elle explique en fait comment les parcours de vie des personnes handicapées servent d'exemple, mais de façon très malsaine en fait, euh, aux personnes valides. Mais avec l'idée que bah, si les personnes handicapées arrivent à le faire, bah, c'est que les personnes handicapées, c'est les personnes valides, pardon. Je crois que je me suis mélangée. Si les personnes handicapées arrivent à le faire, les personnes valides, bah, du coup, elles doivent pouvoir le faire aussi. Donc, en fait, si elles n'y arrivent pas, c'est que elles manquent de volonté. Et ça vaut aussi pour les personnes handicapées qui, du coup, ne sont pas des modèles d'inspiration, à savoir quand même 95%, je pense, des personnes handicapées, celles qu'on ne voit pas à la télé gravir l'Everest ou traverser l'océan Atlantique. Voilà, mais c'est-à-dire la grande partie des personnes handicapées qui malheureusement restent chez elles, sont coincées chez elles, n'ont pas de travail, voire pas de vie sociale. Bah, ces personnes handicapées, en fait, à travers l'inspiration porn, on leur dit, mais attendez, regardez, cette personne, elle a réussi quand même. Donc si vous y arrivez pas, c'est peut-être que vous manquez de volonté, en fait. C'est pas du tout que la société voilà, vous condamne à rester chez vous parce que l'ascenseur ne marche pas et que personne ne va le réparer, parce que bah, les entreprises ne vous embauchent pas, parce que les lieux de sociabilité sont inaccessibles. Non, non, c'est pas du tout à cause du validisme. C'est parce que vous manquez de volonté. Donc en fait, l'inspiration porn, c'est quelque chose de très dangereux et qui fait totalement partie du système validiste. Et en plus, qui épouse à merveille la méritocratie, du coup. Oui, bah c'est de toute façon dans l'inspiration porn, l'idée c'est de présenter des personnes handicapées
qui se rapprochent le plus possible de la validité. Et c'est ce en quoi elles sont formidables, mais tout en sachant qu'elles n'arriveront jamais à être valides totalement. Ça, elles resteront handicapées, mais elles ont ce courage de transcender leur handicap, cette fameuse phrase qu'on entend souvent, pour tenter par tous les moyens de se rapprocher de la validité et donc du vrai bonheur ultime. Parce que dans cette société, pour être heureuse, il faut être valide, forcément. Et si on reste, on va revenir un peu sur ton parcours personnel. Tu racontes dans De Chair et de Fer que tu commences à te politiser au NPA, à la LCR, avant que ça devienne Ligue communiste révolutionnaire, avant que ça devienne le NPA. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça a été à la fois libérateur et à la fois ultra compliqué? Oui, bah du coup, c'est vrai que donc j'ai commencé à côtoyer la LCR à l'époque, j'avais même pas 20 ans, quoi, j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et c'était une période où justement je ressentais énormément de validisme dans ma vie quotidienne, mais en fait, j'avais pas du tout encore le concept de validisme en tête. Je comprenais pas, ce qui se passait vraiment. En fait, j'avais justement intériorisé, comme beaucoup de personnes handicapées malheureusement, les codes du système validiste, à savoir, je me disais c'est à cause de moi, c'est mon corps qui est moche, c'est pour ça que je rencontre personne et que personne n'est attiré par moi. C'est mon corps qui fait que je peux pas me mouvoir comme j'ai envie et donc je peux pas accéder aux lieux parce que faut que je me déplace en fauteuil et qu'il y a des marches pour accéder au cinéma du coin, au café du coin et que du coup je peux pas rencontrer de gens. C'est à cause de moi tout ça, c'est à cause de mon corps. Et du coup, oui, j'étais dans un système, encore une fois, comme beaucoup de personnes handicapées, malheureusement, où j'avais pas vraiment confiance en moi, voire pas du tout, où je culpabilisais de ce qui se passait, enfin, de la situation dans laquelle j'étais. Et du coup, mais en même temps, j'avais une certaine colère, une certaine rage au fond de moi qui me disait, mais en fait, pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça pourrait pas être autrement? Mais tout ça, c'était très balbutiant. J'étais encore très loin des théories, que j'ai pu travailler dans ma thèse, etc. Et avant de travailler tout ça dans ma thèse, il y a eu le militantisme. Et le militantisme, en fait, ça a été les premiers pas pour comprendre, en fait, qu'il s'agissait d'un système de domination, qu'il s'agissait d'une société qui faisait, comme je disais tout à l'heure, certains choix et qui m'excluait de ces choix et qu'en fait il fallait entre guillemets reprendre une certaine forme de pouvoir pour aussi dire moi j'existe, moi ma vie c'est comme ça, j'ai besoin de tel aménagement, de telle chose, et j'ai autant le droit que les autres d'exister dans cette société. Et donc militer ça a été les premiers outils pour reprendre ce pouvoir-là sur la société. Et paradoxalement, c'est au NPA que tu te rends compte que, en fait, même dans des milieux ouverts, c'est difficile parce que on estime toujours en fait, qu'on n'est pas concerné, que la plupart des militants sont pas en situation de handicap et donc ils prennent cette question-là quand même à la légère. Et il y a un moment donné où vous n'êtes plus assez dans la commission en charge de travailler sur le handicap. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Oui, après, voilà, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que bon, même si j'ai beaucoup appris au NPA, en positif, j'ai aussi découvert que le NPA n'était pas isolé du reste de la société, qu'on retrouvait les le même système validiste au sein du NPA. Et c'est vrai qu'il y avait peu de militantes en situation de handicap, donc du coup, il y avait un oubli des militants valides de ces questions. Et pas seulement un oubli, malheureusement, parce que quand on parle d'oubli, on peut se dire, c'est ce que je me disais au début, je vais leur dire que voilà, il faut penser à rendre les salles accessibles quand on fait une réunion, et après ils y penseront.
Mais non, en fait, c'est pas aussi facile parce que même s'ils savent après voilà, que des militantes, moi en l'occurrence, ou d'autres, leur a expliqué l'importance de l'accessibilité, c'était pas du tout acquis, loin de là, parce que en fait, je pense que il y a une telle naturalisation en fait du validisme que pour ces militantes valides, en fait, ne pas pouvoir, enfin, ne pas proposer par exemple, d'accessibilité des locaux, en fait, c'était pas de leur faute, c'était jamais de la faute du NPA. C'était parce que, les locaux, notamment à Paris, sont souvent inaccessibles, et donc, du coup, ils y pouvaient rien, quoi. Donc, en fait, le problème, c'est que nous, militants entendus, on existe encore une fois, que moi, je dois bien trouver des locaux accessibles si je veux pouvoir faire quelque chose. Donc certes, c'est plus compliqué, c'est très difficile, mais c'est possible. Il faut juste vouloir le faire. Et c'est vrai que des fois, je me suis dit, en fait, voilà, les militantes valides préfèrent nous exclure volontairement, en fait, des réunions par facilité, quoi. Parce que c'est plus facile, oui, de trouver une salle pas accessible, parce que oui, c'est sûr qu'il y en a plus que des salles accessible, hein, mais bon, voilà, c'est un choix, encore une fois, politique que de sacrifier certaines militantes par facilité. Et toujours dans le champ politique, je vérifie quand même l'heure parce que je sais qu'on a commencé l'enregistrement vers 45 et j'ai peur que Meet nous ferme la porte au nez. Si ça coupe après 1 heure. Au pire, on relancera une réunion, c'est pas grave. Donc toujours sur la partie, donc là tu te politises, tu rencontres en fait tu te fais une copine qui est musulmane et c'est important parce que vous mutuellement vous sensibilisez à la notion d'oppression, d'invisibilisation et aussi d'intersectionnalité. Mais avant de parler d'intersectionnalité, tu parles dans ton livre du mouvement CRIP, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, non, je vais d'abord commencer par juste le contextualiser avec des gros mots de la socio que tu as utilisés, mais qui c'était bien. C'était... CRIP, donc abréviation de crippled, peut être traduit par estropié, boiteux, infirme, invalide. Le terme a suivi le même parcours que queer, en étant vidé de sa charge stigmatisante pour être réapproprié par les personnes visées par cette insulte. Est-ce que tu peux faire le lien entre le mouvement CRIP et les luttes LGBT, du coup ? Alors oui, du coup, le mouvement CRIP, en fait, pour être très bref, c'est des personnes handiqueer. Parfois, on a aussi utilisé ces deux mots accolés pour désigner les personnes de ce mouvement. C'est des personnes qui sont du coup au croisement des luttes antivalidistes et du mouvement queer qui se revendique à la fois queer et handi. Et donc du coup, oui, dans ma thèse, moi, je me suis surtout intéressée à comment certains concepts queer, donc à la base, sont repris justement par les militantes CRIP, donc handi, pour justement être revus à la lumière du validisme et des luttes antivalidistes. Donc tu parlais de la question du stigmate, enfin du retournement du stigmate, qui est un concept queer à la base, hein, du coup, qui a été théorisé par des théoriciennes queer. Notamment, on donne souvent en exemple le mot queer lui-même, qui, comme tu l'as expliqué, est à la base une insulte et que, du coup, ça a été réapproprié par la communauté, donc qui était désignée comme queer, mais de façon stigmatisante. Cette communauté s'est réapproprié ce mot pour s'auto-désigner queer et en faire une source de fierté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus de retournement du stigmate en philosophie, sociologie, quoi. Et du coup, le CRIP, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes handi, handi queer, qui ont décidé de se réapproprier ce mot péjoratif à la base, utilisé par les personnes valides pour les désigner, et de s'auto-désigner CRIP, et de s'affirmer fièrement comme étant CRIP.
Voilà, j'ai aussi étudié d'autres concepts queer que je trouvais vraiment pertinents pour justement déconstruire le système validiste et comprendre un peu mieux les luttes antivalidistes. En parlant d'intersection, on l'a mentionné un petit peu avant, tu développes dans ton propos, en fait, tu fais une comparaison. Tu parles des femmes noires qui sont doublement invisibilisées et qui sont en fait invisibilisées par les mouvements féministes blancs et par, enfin à l'époque, en tout cas aux États-Unis, au moment où l'intersectionnalité est théorisée, ces femmes noires sont invisibilisées des mouvements féministes blancs et invisibilisées des mouvements contre la ségrégation, donc pour les droits civiques noirs, invisibilisées par les hommes. C'est dans cette réflexion-là que tu intègres le collectif des dévalideuses. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors la notion d'intersectionnalité, elle est en effet liée au féminisme noir états-unien. C'est vraiment un concept qui croise des questions de racisme et de sexisme. Donc c'est vraiment important voilà, de repréciser bien que le concept d'intersectionnalité en lui-même est vraiment lié au féminisme noir. Mais c'est vrai que c'est un concept inspirant qui a inspiré au-delà des féministes noires. Voilà, moi je suis pas noire, je suis pas concernée par les questions de racisme, mais quand j'ai lu les textes notamment de Crenshaw, qui est une juriste noire états-unienne, qui a développé ce concept d'intersectionnalité dans un texte bien connu, bah oui, ça, en tant qu'individu, ça m'a, même encore une fois, en n'étant pas noire, ça m'a parlé sur le croisement des oppressions. Et c'est vrai que je sais que c'est le cas d'autres personnes qui sont pas concernées par le racisme, mais qui se sont aussi senties proches des paroles de Crenshaw. Donc voilà, donc après, au collectif des dévalideuses, c'est vrai qu'on a parlé au début d'intersectionnalité, mais justement, à la lumière notamment d'une militante Andy noire qui nous a rappelé que c'était important de ne pas blanchiser la question de l'intersectionnalité, de la laisser en lien avec le féminisme noir qu'il a développé. Donc du coup, on parle plus de croisement des oppressions en ce qui concerne notamment les croisements entre sexisme et validisme, qui du coup amènent à des vécus et des situations différentes que celles d'un homme handicapé ou d'une femme valide. Et on a assisté aussi à le même processus, par exemple dans le féminisme, à l'exclusion des questions liées au validisme, justement. Voilà, moi, j'en parle dans le livre où je dis que dans la commission féministe du NPA, j'avais du mal à trouver ma place en tant que femme handicapée. Et pareil, dans les milieux parfois anti-validistes, on occulte les questions spécifiques liées au sexisme. Ouais, c'est un chiffre qui est beaucoup repris par le collectif des dévalideuses, donc qui est créé en 2018 et qui affirme que les personnes socialisées comme femmes atteintes de handicap, en situation de handicap, sont 4 fois plus victimes des violences sexistes et sexuelles dont les autres femmes sont victimes. Parce que d'abord, il y a une dépendance économique liée à l'allocation adulte handicapé, on pourra y revenir. Après, il y a la difficulté évidemment de quitter un foyer violent pour se retrouver chez un ou une proche dont le foyer serait accessible. Puis aussi le traitement par la police et donc la difficulté à s'exprimer, à être crédible, à être entendu plutôt. Je voudrais pousser un peu la question du féminisme et du coup de l'antiféminisme sur le sujet délicat de l'assistance sexuelle. Donc, il faut quand même rappeler qu'en France, on est dans un pays à tradition abolitionniste de la prostitution, qui condamne le travail du sexe. Mais dans le cadre de l'assistance sexuelle, donc de tous les métiers où le travail du sexe est spécialement conçu pour des personnes en situation de handicap,
dans ce cas spécifique-là, il y a comme un flou juridique, ou du moins euh, une approbation sociale, quoi. Est-ce que tu peux en parler et expliquer pourquoi, comme tu le fais dans le livre, pourquoi pour toi c'est gênant, enfin, ça te convient pas, quoi. Oui, alors c'est vrai que cette question de l'assistance sexuelle, elle m'a beaucoup turlupiné, comme on dit. Et j'étais contente de trouver des dévalideuses parce qu'avant le collectif, j'avais l'impression d'être un peu seule à défendre cette position parce que moi j'ai toujours, pas toujours, mais dès l'instant où j'ai pris conscience, on va dire, des enjeux des luttes des TDS, des travailleuses du sexe, notamment au NPA, parce qu'on a pas mal travaillé avec le STRAS, le syndicat du travail du sexe. En fait, j'ai toujours soutenu leurs revendications et pour moi, il était hors de question de tomber dans un féminisme abolitionniste, justement. Mais du coup, c'est vrai que quand cette histoire d'assistance sexuelle est sortie, il y a toujours quelque chose, en tant, cette fois-ci, que personne handicapée, qui me plaisait pas. J'avais pas envie, en fait, tout simplement au début, voilà, de façon très émotionnelle, on va dire, ça ne me plaisait pas l'idée on crée une exception justement pour les personnes handicapées, et, du coup sur un travail du sexe qui cette fois-ci serait honorable, hein, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. On voit aujourd'hui maintenant que j'ai un peu plus réfléchi à ces questions, et notamment aussi au sein des valideuses, où j'ai trouvé des personnes qui avaient les mêmes idées que moi. En fait, on soutient évidemment les revendications des travailleuses du sexe, mais on est contre l'accompagnement sexuel en tant qu'exception en fait à la loi contre le proxénétisme française, telle que le soutiennent certaines associations, parce qu'en fait l'idée c'est qu'on n'a pas à hiérarchiser entre les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques liées au travail du sexe, et qu'il n'y aurait pas les bonnes prostituées entre guillemets qui feraient de la charité auprès des personnes handicapées, et de l'autre côté les mauvaises qui elles continueraient à subir l'opprobre social et la répression parce que travaillant avec des valides, et que encore une fois c'est pas aux personnes handicapées de marquer en fait la limite entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est les corps des personnes handicapées n'ont pas à être cette limite-là en fait. Donc c'est pour ça que nous on défend une reconnaissance du travail du sexe dans sa globalité, dans sa généralité, mais pas un accompagnement spécifique qui sera une exception, où on continuerait à stigmatiser le travail du sexe dans son ensemble, et on estimerait charitable le travail du sexe quand il s'adresserait à des personnes handicapées. Euh, Avant qu'on prenne... Ah oui, et aussi pour ajouter quelques précisions, si besoin, aux gens dans la salle. Donc, en 2011, il y a une asso qui est créée qui milite activement pour l'accompagnement sexuel. Et c'est des pratiques qui existent déjà dans d'autres pays, qui sont largement répandues en Allemagne, en Suisse, où ça a l'air d'être un peu mieux pris en charge. Mais voilà, quelques années plus tard, autour de 2020, il y a une première formation qui est dispensée dans le Grand Est sur l'accompagnement sexuel. Mais à ce jour, c'est encore un flou juridique. Sophie Cluzel, qui est la ministre en charge des questions liées au handicap, et qui me semble être pas hyper appréciée dans les sphères militantes antivalidistes, elle elle s'est prononcée sans se prononcer, quoi. Mais globalement, on dirait qu'on va vers une tolérance de l'accompagnement sexuel, ou en tout cas une exception, quoi, dans les faits. Et avant qu'on prenne quelques questions, est-ce qu'il y a des choses, Charlotte, sur lesquelles tu voudrais qu'on revienne, qu'on n'a pas mentionnées? Non, juste peut-être, parce que du coup, je crois que j'ai un peu squeezé la partie de cette question sur l'ONU, et du coup, la question des institutions spécialisées. Voilà, tu l'as mentionné vite fait dans ta question, et du coup, j'ai pas rebondi dessus, mais comme tu l'as souligné, la question des institutions spécialisées et de leur fermeture, c'est un enjeu antivalidiste très très important. Euh, Parce que en fait, en France, on reste sur l'idée qu'il faudrait améliorer ces institutions, mais pas les fermer.
Ce qui est pourtant le cas en fait dans d'autres pays européens où ces institutions ont été ou sont en train d'être fermées, et parce que tout simplement ces institutions ont été désignées par l'ONU comme contraires aux droits humains. Donc c'est pas rien quand même, c'est pas juste des militantes anti-validistes qui disent que c'est pas bien. C'est vraiment voilà, désigné comme des lieux de contraires aux droits humains. Et que du coup, la France dépense énormément d'argent pour maintenir ces institutions, de l'argent qui, à notre sens, dans des collectifs antivalidistes comme les valideuses, devrait être utilisé notamment pour développer ce qu'on appelle la vie autonome. Voilà, et du coup, c'est une lutte antivalidiste essentielle, oui. Donc en fait, quand tu parles de ces institutions, il y a notamment les instituts médico-éducatifs dans lesquels on place très vite les enfants, en fait en les excluant de la scolarité générale, en conseillant aussi aux parents de ne pas trop s'attacher aux enfants parce que quand même, ils risquent d'avoir une espérance de vie trop basse. Enfin, c'est ce que les médecins conseillent aux parents en tout cas. Et voilà, mais je trouvais ça intéressant de souligner que le modèle français, encore Mais une fois, après, n'est pas du c'est tout un exemplaire. sujet très brûlant parce que justement, dans la société, et y compris encore une fois, souvent pour des familles de personnes handicapées, ces institutions restent des lieux protecteurs en fait, des lieux qui correspondent mieux aux besoins des personnes handicapées que le reste de la société classique. Donc il y a vraiment cette idée en fait que c'est la seule solution pour certaines personnes handicapées. Et alors moi je dis souvent que on ne sait jamais vraiment où est la limite parce qu'il y a 50 ou 100 ans, des personnes comme moi, clairement, on leur disait, il faut aller en institution spécialisée, la société n'est pas du tout faite pour vous et vous pourrez jamais vivre chez vous, au cœur de la société. Et puis aujourd'hui, en fait, si c'est possible, on s'aperçoit que si on met des moyens autres, justement, notamment, voilà, les moyens de la vie autonome, on peut vivre chez soi, de façon autonome. Donc en fait, ce qui nous paraît totalement impossible aujourd'hui, si on se penchait vraiment sur cette question, si on donnait vraiment les moyens, on ne sait pas en fait jusqu'où on pourrait aller et on ne sait pas jusqu'où justement ces institutions spécialisées pourraient et devraient être fermées parce qu'on pourrait trouver d'autres solutions en fait. Faute de mieux, on les maintient en fait. Bah oui, parce qu'en fait, on est tellement dans cette idée que c'est, comme je t'ai dit, que c'est le mieux pour les personnes handicapées que on n'envisage aucune autre solution. Alors qu'en fait, il y en a. On l'a vu dans d'autres pays. Et il faut juste changer son point de vue, quoi. Merci Charlotte. Avant de prendre quelques questions, je pense que ce serait chouette, comme un rituel, de terminer la rencontre, du coup, par le poème qui se trouve à la fin de ton ouvrage. Et si tu es d'accord que je le lise. Oui, oui, merci. La lutte tue, mais affronte sans vergogne. Ces coups qui cognent, nos corps tuméfiés, forts de ne pas être morts. La lutte tue, mais elle rend visible la réversibilité d'une vile société. Rêver la révolution, la révolte des sans-noms, non contents de ne pas compter. La lutte tue, mais elle rend forte, renforce la flamme, des âmes qui pleurent, des cœurs qui s'arment. La lutte tue, mais mourir en résistant, c'est tenter de survivre, vivre de temps en temps, tant que nos chairs existent, résistant à la poussière, tant que nos chairs existent, résistent à la poussière, fières, belles, en puissance, cachant l'incandescence, l'essence de notre rage. En cage mais vivante, combattante sans visage, au rivage de l'enfer, enfermée dans un monde où grondent nos colères. Merci beaucoup Charlotte en tout cas. Merci à toi. On Merci va encore. éventuellement faire tourner un micro dans la salle s'il y a des questions ou parmi nos participants sur Meet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ? La première est toujours la plus dure, après ça va mieux. Il y a une participante qui d'abord voudrait te remercier d'être là et qui se posait la question des alternatives justement
comme on en parlait, à la fermeture des institutions spécialisées et se demandait aussi ce qui avait déjà été pensé / développé, en France ou ailleurs, sur la vie autonome. Un des piliers de ce qui est développé dans la vie autonome, c'est ce qu'on appelle les aides humaines. Alors, il y a aussi les aides techniques, hein, mais c'est vrai que pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement H24, je parle vraiment de personnes qui peuvent être extrêmement voilà, dépendantes H24 sous assistance respiratoire, par exemple, sous trachéotomie, enfin voilà, vraiment des situations où les personnes ne peuvent pas rester seules. Du coup, développer, et ces personnes, comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore quelques années, on leur aurait dit, non, il faut aller dans des institutions spécialisées, médico-sociales, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on peut vivre à domicile, même en étant voilà, dans des situations comme celle-là. Parce qu'on a développé, bon, pas assez, hein, parce que ça reste très précaire malheureusement, mais des moyens d'aide humaine, d'assistantes de vie, comme on appelle ça, de personnes qui se relaient auprès des personnes handicapées H24, voire même des fois plus, parce qu'elles sont en doublon, et qui du coup assistent la personne handicapée dans son quotidien. Mais ce système, en fait, c'est le pilier, je pense, de la vie autonome. Et c'est malheureusement un pilier qui est constamment fragilisé. Notamment, moi, je parle surtout de la France parce que c'est le pays que je connais le mieux. Mais parce que bien sûr, avoir une assistance à H24, ça coûte énormément d'argent, hein, on va pas se le cacher. Après, ça coûte pas plus cher que de maintenir des institutions spécialisées, hein. Donc, encore une fois, il y a des enquêtes qui ont été menées qui montraient que les institutions spécialisées coûtaient plus cher que justement le développement de la vie autonome. Mais bon, après, en termes individuels, ça coûte de l'argent. Donc, une personne handicapée qui a besoin d'aide H24 ne peut pas se payer, ne peut pas se payer des assistantes sans une allocation qu'on appelle la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui peut s'élever à plus de 10 000 euros par mois, hein. Donc, on parle de ça quand même en termes individuels très importantes. Et du coup, ces systèmes-là, ils sont tout le temps fragilisés parce que déjà, cette PCH, elle est fragilisée, elle est toujours remise en cause. Les moyens de calcul, justement, d'attribution des heures d'aide humaine sont toujours remis en cause, sont toujours revus à la baisse. Ensuite, après, quand on emploie une personne, des personnes H24, il faut, en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, soit on les emploie nous-mêmes, parce qu'on fait de l'emploi direct, ce qu'on appelle, mais du coup, ça nécessite de connaître un minimum le code du travail, alors qu'on n'est pas du tout formé à ça, hein. Après, sinon, on peut passer par des sociétés qu'on appelle prestataires, qui donc sont les employeuses des aides qui vont venir chez vous. Mais là aussi, c'est très problématique parce que malheureusement, on vit dans une société de rentabilité et donc ce qu'on appelle souvent à tort des associations ne sont pas du tout des associations, mais bien des entreprises de prestataires et du coup avec la rentabilité en ligne de mire. Donc il y a des histoires aberrantes de maltraitance, hein, clairement, de la part des associations des entreprises, vous voyez. Mais moi, je dis associations, alors que c'est des entreprises qui, du coup, envoient des personnes différentes tout le temps, ne respectent pas les besoins des usagers et usagères, des maltraitances au quotidien. Donc, en fait, tout ça, c'est très fragile. Il y a peut-être 2-3 ans, justement, il y avait eu une sortie de Ruffin qui avait expliqué que, justement, pour défendre le droit des travailleuses, que ces travailleuses-là, elles sont aussi très précaires. Le métier d'assistante de vie, c'est souvent très, très précaire. Donc, pour défendre leurs droits, ce qui est tout à son honneur, hein, mais lui avait décidé, en fait, d'opposer le droit des travailleuses à celui des personnes handicapées, et donc avait estimé que justement les personnes handicapées qui employaient elles-mêmes
leurs assistantes étaient des dangers pour elles parce que justement ne connaissaient pas le code du travail, etc., etc. Donc, avait proposé qu'on enlève la PCH à ces gens-là pour les obliger en fait à passer par des sociétés prestataires. Or, la réalité, c'est que à l'heure actuelle, les sociétés prestataires, c'est ni plus ni moins que d'institutions à domicile et c'est très, très, très loin de respecter le code du travail aussi. Et ça offre des conditions extrêmement précaires aux assistantes de vie. Donc, c'est très loin d'être l'idéal que nous présentait M. Ruffin. Heureusement, cette proposition a été abandonnée. Mais en fait, c'est constamment attaqué, ce modèle de la vie autonome. Ouais, c'est un peu le choisir entre ne pas tomber dans l'entreprise, mais sortir de l'associatif sortir de l'associatif qui précarise aussi les femmes, parce que c'est beaucoup des femmes qui sont auxiliaires de vie, etc., qui font ces métiers-là. C'est un peu la recherche d'alternatives. De toute façon, il faut revaloriser absolument le métier d'assistante de vie, ça c'est clair et net. Et c'est pas du tout les sociétés prestataires qui proposent cette alternative, hein, c'est sûr. Il faut absolument aussi que les personnes handicapées puissent former, expliquer ce que c'est que ce métier, parce que en fait, on voit beaucoup aussi que le peu de formation qu'il peut y avoir, c'est souvent des formations validistes en fait, vues par des personnes valides qui disent leur point de vue sur ce que doit être un accompagnement pour des personnes handicapées. Et c'est souvent très, très loin de ce que veulent vraiment les personnes handicapées. Donc, en fait, mais vraiment des deux côtés, hein, que ce soit des personnes handies ou des travailleuses, il y a beaucoup à faire. Et je pense que déjà, la première chose, c'est de ne pas opposer les droits et les besoins des unes et des autres catégories, mais vraiment de faire travailler ça ensemble, parce que ça sera bénéfique pour tout le monde, quoi. Bon, mais je pense qu'on va te remercier, Charlotte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour ton travail aussi, de vulgarisation, mais aussi très poussé. Et merci à vous aussi, hein, et merci au public que j'ai pas vu, mais je remercie de sa présence et attends, de je vais voir m'avoir si je peux écouté. tourner l'écran. Ah oui, là, tu vois la librairie. Ben, merci beaucoup, Charlotte.